La conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme prend fin ce jour. Le président András Bale a fait partie des intervenants à cette réunion. La culture du privilège reste encore bel et bien présente à Madagascar, une pratique dénoncée par le CEFAFI. Dans son communiqué, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar a principalement pointé du doigt les enseignants-chercheurs et les médias. L'offensive turque contre les milices kurdes se poursuit dans le nord de la Syrie. Au moins 15 morts. Le président turc menace d'ouvrir ses frontières avec l'Europe aux réfugiés syriens. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme prend fin ce jour. Le président András Bale a fait partie des intervenants à cette réunion. Reportage. À Madagascar, les centres de santé et les médecins sont en nombre insuffisant. Lors de son intervention à la 6e conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, tenu à Lyon en France, le président András Bale a annoncé que la santé est désormais une priorité pour l'État malgache. Des dispositions seront donc prises dans ce sens. Sur le plan financier, d'ici 2023, l'État augmentera de façon conséquente le budget de la santé, pouvant atteindre jusqu'à 15%. Cette augmentation du budget consacré à la santé permettra à toute la population malgache de bénéficier des soins de la santé de qualité. De ce fait, les chefs-lieux de chaque région et district vont être dotés d'hôpitaux aux normes internationales dans l'optique d'offrir des soins de bonne qualité à tous les malades. Et nous avons déjà commencé à construire plusieurs hôpitaux cette année même. Nous allons également rendre accessibles à toute la population malgache les soins préventifs, dont la vaccination de tous les enfants. Notre objectif est de se rapprocher des communes par la construction des centres de santé de base. Nous déployerons des unités mobiles avec des camions médicalisés pour atteindre les zones reculées et enclavées. Car, à titre d'information, à Madagascar, il y en a 1800 communes enclavées et reculées. La vaccination est une condition primordiale à l'élimination des maladies épidémiques. Des stratégies ont également été adoptées dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, à l'exemple du VIH-Sida, de la tuberculose ou encore du paludisme. Mais concernant particulièrement la tuberculose, nous orientons notre stratégie nationale vers le dépistage de tous les sujets atteints de cette maladie, mais également par la mise en place d'appareils de diagnostic fiables dans tous les hôpitaux de district de l'île. Car jusqu'à maintenant, c'est seulement 60% des tuberculeux qui sont diagnostiqués et traités. En ce qui concerne le paludisme, 10% des enfants malgaches sont affectés. Pour rendre possible son élimination, nous sommes en train de concevoir une stratégie de dépistage progressif de masse afin d'identifier et de traiter les porteurs sains des parasites, car ce sont eux qui entraîne sa transmission. Le traitement de l'hépatite C est un enjeu de santé publique, car en effet, cette maladie perturbe le système de santé en touchant la population active. Nous nous engageons à mener donc un dépistage national afin de traiter les personnes affectées. L'aide aux malnutris, notamment dans le sud, fait également partie des mesures prises pour améliorer le domaine de la santé à Madagascar. Ainsi, des usines d'exploitation de moringa et de spiruline vont être placées un peu partout au sein de la grande île.
Et un mois, c'est le délai fixé par le Premier ministre pour l'élaboration du plan Émergence Madagascar. Un document stratégique va permettre de fixer le cadre global de planification nationale et définir les actions et programmes prioritaires en vue de concrétiser les engagements du président de la République de Madagascar. Reportage de Yves Richard. Les 13 grandes lignes d'engagement du chef d'État pour le développement de Madagascar doivent être concrétisées au plus vite. Un des principaux points abordés au cours de la rencontre entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques de Madagascar lors d'une réunion tenue aujourd'hui à Noussa. Dans cette optique, le Premier ministre s'est fixé comme objectif d'achever l'élaboration du plan Émergence Madagascar en un mois. Ce que j'aimerais vous dire est simple, nous voulons travailler rapidement, donc nous n'allons pas attendre longtemps. Dans un mois ou un peu plus, nous aurons achevé le plan émergence de Madagascar. Outre la réalisation du programme de développement de Madagascar, le gouvernement a également pour objectif de développer un plan pour coordonner le programme de l'État avec le soutien et les projets des partenaires techniques et financiers du pays. Nos partenaires veulent connaître notre plan afin qu'ils puissent le coordonner avec le leur. Nous devons avancer rapidement car l'élaboration d'un projet de loi de finances pour 2020 est en cours, un texte qui servira à la concrétisation de notre programme de développement. La concrétisation du plan émergence de Madagascar sera donc prise en compte dans l'élaboration du projet sur la loi de finances 2020. Les partenaires techniques et financiers du pays pensent également émettre quelques propositions pour améliorer ce plan. À cet effet, une concertation entre les membres du gouvernement et les partenaires du pays a donc eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Noussa. Et sur un tout autre sujet, 27,3 milliards derrière, c'est le montant des pertes de l'État dues au détournement de deniers publics orchestrés entre 2018 et 2019, selon le rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière. Des mesures ont donc été prises pour prévenir les infractions de cet ordre. Les détails dans ce reportage. De 2018 à 2019, 17 dossiers portant sur des détournements de deniers publics ont été transmis au Conseil de discipline budgétaire et financière, ce qui a entraîné un manque de 27,3 milliards dans les caisses de l'État. Sur les 17 dossiers, à ce jour, des dispositions ont été prises sur 11 affaires. Toutefois, les suivis et les sanctions se font plus strictes en matière de gestion des finances publiques. Avant 2019, les amendes s'élevaient entre 300 000 derrière et 30 millions derrière. Mais actuellement, grâce à la loi de finances rectificative qui a pris en compte nos recommandations, cette amende peut maintenant atteindre les 30 milliards derrière. Bien sûr, le montant va dépendre de l'infraction et des répercussions de cette infraction sur les caisses de l'État. Ce mois-ci, le Conseil de discipline budgétaire et financière fêtera ses 1 an. Rappelons que le Conseil de discipline budgétaire et financière est une autorité administrative instituée auprès de la primature et chargée de sanctionner les fautes de gestion commises par les ordonnateurs de recettes et de dépenses. Pour marquer sa première année, le CBDF a publié un rapport des missions accomplies. Et les différentes institutions publiques commencent à intégrer peu à peu la technologie numérique à leur système. Cette fois, c'est au niveau de la Direction générale des impôts que le système de paiement électronique baptisé e-Hitch sera mis en place. Une convention pour la concrétisation de ce projet a été signée ce jour au ministère de l'Économie et des Finances. Écoutons les explications. C'est avec satisfaction, je dirais même avec fierté, que les membres de l'APD ici présents ont signé cette convention Hitch Paiement qui marque ainsi l'entrée de la Direction générale des impôts dans le monde du e-paiement, au service avant tout, bien évidemment, des contribuables de Madagascar, mais qui sont également les clients des banques. Je tiens à saluer tout particulièrement
la rapidité exceptionnelle avec laquelle cette offre au service, au standard des meilleures pratiques internationales a pu être construite et mise en œuvre grâce, il faut le souligner bien entendu, à la mobilisation de toutes les banques de l'APD aux côtés de la Direction générale des impôts. Et avant de passer aux actualités internationales, la culture du privilège reste encore bel et bien présente à Madagascar, une pratique dénoncée par le CFAFI. Dans son communiqué, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar a principalement pointé du doigt les enseignants-chercheurs et les médias. Reportage. Face à la grève déclenchée par les enseignants-chercheurs vers le début du mois, concernant les nouvelles dispositions prises lors de la conférence des présidents et directeurs d'institutions de l'enseignement supérieur par rapport à leurs heures complémentaires, la réglementation des procédures de sortie en mission ou encore la mise en place d'agents comptables dans les universités, le CFAFI ou l'Observatoire de la vie publique à Madagascar dénonce la culture du privilège. Selon cet observatoire, les revendications des grévistes ne sont pas entièrement fondées et servirait plutôt à maintenir certains avantages personnels, rappelant à l'occasion que les enseignants du supérieur devraient représenter l'élite intellectuelle du pays et se doivent ainsi par leur comportement d'être exemplaires dans l'effort commun pour l'amélioration des pratiques au sein du secteur public. Outre cela, le CFAFI n'a également pas manqué de dénoncer la culture du privilège au niveau des médias, prenant comme principal exemple l'information publiée vers fin août sur un hélicoptère de l'armée qui s'est posé sur le terrain du stade de Mahamassin, dont l'accès avait pourtant été interdit par la commune urbaine d'Antananarivo. L'affaire a été reprise en boucle par les réseaux sociaux, mêlant fausses nouvelles, insultes et diffamation de l'armée, suivi de la condamnation de journalistes pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Cet observatoire a donc tenu à souligner que la presse n'a pas à être la caisse de résonance de toutes les rumeurs pour faire du sensationnel. La liberté de la presse est un droit, mais suppose également des obligations. Le journaliste doit faire preuve de rigueur intellectuelle et professionnelle. Et pour ce faire, il se doit de vérifier la fiabilité de la source et de recouper l'information. Dénoncer la partialité, la complaisance ou l'amateurisme d'un journaliste n'est donc pas attentatoire à la liberté d'expression. D'après le CFAFI, sanctionner la diffusion d'informations inexactes ou tendancieuses, loin de nuire à la liberté de presse, la conforte. Elle oblige les journalistes à vérifier leurs informations et à ne pas céder à la corruption, à la dissimulation ou à la diffamation. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'offensive turque contre les milices kurdes se poursuit dans le nord de la Syrie. Au moins 15 morts et le président turc menace d'ouvrir ses frontières avec l'Europe aux réfugiés syriens. Reportage de France 24. Toute la nuit, les explosions et les détonations résonnent dans le ciel syrien. L'offensive turque a débuté mercredi dans l'après-midi par des bombardements aériens. Des bombardements ensuite appuyés au sol dans la soirée par l'armée turque. Des tirs de mortier venus de Syrie ont aussi atteint la ville turque d'Akçakale, forçant ses habitants à fuir. Cette peur nous retombe dessus. Les autorités auraient dû nous dire de partir avant. S'ils nous avaient informés avant, nous avaient trouvé une maison à louer ou nous en avaient donné une, on serait partis s'y installer. Selon la presse locale, les forces turques sont entrées en Syrie par 4 points, 2 à proximité de la ville de Tel Abyad et 2 autres plus à l'est, proches de Ras El Ain. Ankara souhaite instaurer une zone de sécurité au nord de la Syrie, une zone actuellement aux mains des YPG, une milice kurde considérée comme terroriste par la Turquie. Nous allons écraser ce corridor terroriste et construire un couloir de la paix. C'est l'objectif de la zone de sécurité. Ces étapes sont entreprises pour nos frères syriens, pour qu'ils puissent retrouver leur maison et leurs terres. Recep Tayyip Erdogan promet ainsi une opération proportionnée, mesurée et responsable. Mais selon l'OSDH, plusieurs personnes ont déjà été tuées, dont des civils. Le régime syrien a de son côté promis de répliquer par tous les moyens légitimes à l'agression turque. Des milliers de Syriens ont déjà fui la région de Ras El Ain vers la province de Hasakeh.
Et les autorités religieuses ont autorisé quelques 3500 Iraniennes à assister à Téhéran au match de football de qualification pour le mondial 2022 face au Cambodge. Un coup publicitaire cynique selon Amnesty International. Reportage de France 24. Depuis l'enfance, Aïda Karimi n'a qu'une passion, le football. Toute sa chambre en témoigne. C'est un drapeau du Real Madrid. Et ça, c'est mon équipe iranienne préférée, l'Istiklal. Jusqu'ici, les autorités iraniennes interdisaient aux femmes d'assister au match des équipes masculines. C'est uniquement sur sa télévision qu'Aïda Karimi a pu voir des matchs réels, mais aussi sous la forme de simulation grâce à son jeu vidéo. Ça a toujours été un rêve d'assister à un vrai match. Je ne pensais pas que ce serait un jour possible. Aujourd'hui, le rêve d'Aïda devient réalité. Elle est une des 3500 femmes qui ont pu acheter un billet pour le match entre l'Iran et le Cambodge. Même maintenant, alors que j'ai le billet, je n'y crois toujours pas. C'est quelque chose que j'ai voulu toute ma vie. Un rêve partagé par ses parents, c'est pourquoi sa mère l'accompagnera. Elle voulait que quelqu'un vienne avec elle, quelqu'un qui aime aussi le football, donc nous applaudirons et nous passerons un bon moment ensemble, en tant que mère et fille. Il y a un mois, une supportrice s'est immolée par le feu après avoir été interdite d'entrer dans un stade pendant un match. Sa mort a fait les gros titres de la presse mondiale. L'Iran a donc changé sa politique sous pression de la FIFA, même si les femmes seront séparées des hommes dans les stades. Ava Focherian assistera aussi au match de qualification ce jeudi, avec une pensée pour ce drame. Je penserai à elle, c'est sûr. Ce drame a poussé la FIFA à agir et à faire pression sur les autorités pour résoudre ce problème rapidement. La décision ne fait pas l'unanimité. Un petit groupe d'extrémistes a protesté contre l'entrée des femmes dans les stades. Mais rien n'empêchera Aïda et les autres femmes de profiter de ce jour qu'elles ont tant attendu. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme prend fin ce jour. Le président András Zwill a fait partie des intervenants à cette réunion. La culture du privilège reste encore bel et bien présente à Madagascar, une pratique dénoncée par le CEFAFI. Dans son communiqué, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar a principalement pointé du doigt les enseignants, chercheurs et les médias. Et l'offensive turque contre les milices kurdes se poursuit dans le nord de la Syrie. Au moins 15 morts. Le président turc menace d'ouvrir ses frontières avec l'Europe aux réfugiés syriens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.